Le spin est l'une des propriétés les plus importantes de la matière. Sans lui, les atomes, les aimants et même une partie du monde qui t'entoure ne fonctionneraient pas comme ils le font. Le plus troublant, c'est que le spin, on dit que c'est une rotation, alors qu'en vrai, ça n'en est pas une. Mais alors, c'est quoi ce foutu spin ? Pour commencer simplement, le spin est une propriété des particules. Un électron a une masse, une charge électrique et aussi un spin, un proton aussi et beaucoup d'autres particules également. Ça veut dire que le spin n'est pas un détail secondaire, il fait vraiment partie de leur identité profonde. Quand un physicien décrit une particule, il ne dit pas seulement combien elle pèse ou quelle charge elle porte, il dit aussi quel spin elle possède, parce que ça change vraiment sa manière de se comporter dans le monde. Le problème, c'est que le mot lui-même entraîne tout de suite une fausse image. En anglais, spin évoque l'idée de tourner sur soi-même, comme une toupie, une balle ou une planète. Et spontanément, ton cerveau a envie d'imaginer une minuscule boule qui pivote très vite. C'est normal parce que notre intuition fonctionne avec les objets du quotidien, mais dans le cas du monde quantique, cette image, elle devient vite trompeuse. Le spin n'est pas une rotation ordinaire qu'on pourrait filmer avec une caméra ultra puissante. Ce n'est pas une petite planète miniature qui tourne dans le vide, c'est une propriété quantique, donc quelque chose de réel, de mesurable, mais qui ne ressemble pas vraiment à ce que ton imagination attend. Tout simplement parce qu'une particule n'est pas une petite bille. Ce qui rend le spin encore plus déroutant, c'est qu'il ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Dans le monde ordinaire, beaucoup de choses varient de manière continue. Tu peux marcher à 1 km/h, 2 km/h, 2,5 km/h ou 2,73 km/h, etc., etc. Tu n'as pas de valeur précise qui vient te contraindre. Mais dans le monde quantique, certaines propriétés sont quantifiées, c'est-à-dire qu'elles ne prennent que certaines valeurs précises. Le spin y fait partie de ces propriétés-là. Pour l'électron, par exemple, on ne dit pas qu'il tourne un peu, beaucoup ou énormément, on dit qu'il possède un spin bien défini. Et lorsqu'on mesure son orientation dans une expérience, on obtient des résultats discrets, donc des résultats précis. On n'a pas une infinité de nuances. C'est discret. En réalité, ce détail est l'un des premiers signes que le spin appartient à une logique très différente de celle des objets ordinaires. Tu peux aussi retenir une idée essentielle qui est que le spin n'est pas quelque chose qu'une particule fabrique en se mettant à tourner. C'est quelque chose qu'elle possède d'emblée. J'ai déjà vu des personnes faire cette erreur. Un électron ne décide pas de prendre du spin comme une roue se met à tourner quand on la pousse. Non, il vient avec en fait. C'est une propriété intrinsèque, c'est-à-dire intégrée à sa nature même. Ça change beaucoup de choses, parce que cela veut dire que le spin n'est pas un mouvement visible qu'on pourrait arrêter ou accélérer comme celui d'un jouet. Non, c'est une caractéristique fondamentale du réel. Je sais que j'insiste beaucoup, mais il faut vraiment réaliser cet ancrage. À ce stade, il ne faut donc pas chercher à voir le spin comme on voit une rotation normale. Il vaut mieux l'accepter d'abord comme une propriété étrange mais indispensable, un peu comme on accepte qu'une particule est une charge électrique, même si on ne voit pas cette charge à l'œil nu. En fait, on ne voit pas directement le spin, mais on voit ses effets. Et en science, c'est déjà énorme. Ce qui compte, c'est qu'elle modifie le comportement du monde de façon précise et répétée. Le spin nous force donc à faire un petit effort mental. Il nous demande d'abandonner une partie de notre intuition de tous les jours. Il nous dit en substance que le monde microscopique n'est pas une version miniature du monde que tu connais. Ce n'est pas juste le même décor en plus petit, c'est un univers avec ses propres règles, ses propres étrangetés et ses propres propriétés fondamentales. Le spin est l'une des plus célèbres de ces étrangetés. Le spin est invisible, mais il laisse des traces très nettes. Comme j'ai dit précédemment, en science, c'est souvent comme ça que l'on découvre quelque chose. On ne voit pas directement l'objet ou la propriété, mais on observe ses effets. Tu ne vois pas le vent lui-même, pourtant tu sais qu'il est là quand les feuilles elles bougent. Les physiciens ne l'ont pas inventé pour rendre la théorie plus jolie, ils ont été obligés de l'accepter parce que certaines expériences, dont la plus importante qu'on va voir maintenant, montraient des comportements impossibles à expliquer autrement. Et l'expérience importante dont je parle est l'expérience de Stern et Gerlach. L'expérience de Stern et Gerlach est une expérience fondamentale de la physique quantique réalisée en 1922. Voici l'idée de départ. On voit un faisceau d'électrons à travers un champ magnétique non uniforme. Il est non uniforme car, comme précis dans cette animation de la physique autrement, le dispositif crée un champ magnétique plus élevé près de la pointe du haut. Dans la vraie expérience, ils ont envoyé des atomes d'argent, et pas des électrons. Pourquoi des atomes d'argent ? Parce qu'ils possèdent un moment magnétique. En simplifiant, cet atome se comporte un peu comme un minuscule aimant. Et ça, c'est ce qu'on va visualiser dans un premier temps. Des petits aimants. Attention, ce que je vais dire est un raisonnement, pas la vérité. Si on raisonne en physique classique, et pas en quantique, classiquement, on dirait que chaque atome peut orienter son petit aimant dans n'importe quelle direction. Donc dans un champ magnétique non uniforme, les atomes devraient être déviés d'une quantité variable. À l'écran, dans la logique, on devrait observer une bande continue.
Si on envoie des petits aimants, on voit bien cette bande continue. En fonction de l'orientation des pôles nord et sud des aimants, le champ magnétique crée une force qui les dévie différemment. Il faut bien retenir que la déviation de l'aimant dépend directement de la direction de ces pôles. Donc en envoyant des électrons ou des atomes d'argent dans ce dispositif, on observe que ces derniers sont déviés comme des aimants. Jusque-là, le fait qu'il y ait une déviation, Stern et Gallard, ils s'y attendaient. Mais, surprise, sur l'écran, on voit bien que les électrons sont étrangement soit en haut, soit en bas, mais jamais au milieu. Au lieu d'une bande continue, soit à quoi on s'attendrait avec la physique classique, on voit deux tâches distinctes. Ça signifie que le moment magnétique selon l'axe mesuré ne peut prendre que deux valeurs possibles. Une orientation vers le haut ou une orientation vers le bas. Autrement dit, la composante du moment cinétique intrinsèque de l'électron sur l'axe choisi est quantifiée. En fait, ça montre juste que les résultats d'une mesure quantique sont discrets. Avant la mesure, on ne peut pas décrire l'électron comme ayant simplement une orientation classique quelconque. La mesure sur un axe impose des valeurs précises. C'est donc une preuve majeure du caractère non classique du monde microscopique. Voilà la conclusion principale de cette expérience. Et avant de continuer, j'ai envie de revenir sur certains points de l'expérience de Stern et Gallard qui vont permettre de mieux l'assimiler. Comme j'ai dit au départ, les électrons doivent passer dans un champ non uniforme. Et il est certain que certaines personnes n'ont pas dû comprendre pourquoi utiliser un champ non uniforme. Simplement parce que je n'ai pas expliqué. Bon, encore une fois, imaginons qu'un atome se comporte comme un minuscule aimant. Si le champ magnétique est uniforme, ça veut dire qu'il a la même intensité partout. C'est comme si ton petit aimant était plongé dans un environnement magnétique identique en chaque point. Dans ce cas, le champ essaie surtout de l'orienter un peu comme une boussole dans le champ magnétique terrestre. L'aiguille tourne, mais évidemment elle ne part pas brutalement vers le nord en glissant dans l'air. Donc l'atome peut pivoter, mais il n'est pas globalement poussé vers le haut ou vers le bas. Là, le petit aimant ne sent pas la même chose sur toutes ses parties. Le champ tire plus fort d'un côté que de l'autre. Le résultat est qu'il y a une force nette qui apparaît. C'est cette force qui permet de pousser certains atomes vers le haut et de pousser d'autres vers le bas, et donc de séparer le faisceau en deux. Puisque le but de l'expérience est de séparer spatialement les atomes selon leur état quantique, pour séparer des particules dans l'espace, il faut une force. Or, cette force n'existe que si le champ varie d'un point à l'autre. Donc le champ doit être non uniforme, parce que seul un champ non uniforme peut exercer une force nette qui dévie les atomes et les sépare. Voilà tout. Et autre point avant de continuer sur lequel je voulais revenir, c'est tout simplement pourquoi spin? Sachant que les particules ne tournent pas comme des toupies, pourquoi les physiciens ont-ils tout de même utilisé ce mot? En fait, au départ, l'image de la rotation semblait être la meilleure comparaison disponible. Une particule comme l'électron se comporte dans l'expérience de Stern et Gallard un peu comme si elle possédait un petit aimant interne. Et dans le monde ordinaire, un objet chargé qui tourne peut justement produire un effet magnétique comme on l'observe. L'analogie paraissait donc naturelle. Si l'électron agit un peu comme un minuscule aimant, peut-être est-ce parce qu'il tourne sur lui-même. Sur le papier, l'idée avait un certain charme. Elle permettait de relier une nouveauté déroutante à quelque chose de connu. Mais cette image casse très vite. D'abord parce qu'un électron n'est pas une petite bille classique avec une surface bien définie que l'on pourrait regarder tourner, ce qu'on ne savait pas au départ. Dans la physique quantique, une particule n'est pas un objet miniature qui ressemble simplement à un grain de poussière, beaucoup plus petit. Elle ne se laisse pas du tout décrire avec les mêmes images. Ensuite, si on pousse vraiment l'idée d'une rotation matérielle, on tombe sur des absurdités. Pour produire certains effets observés, il faudrait imaginer que des parties de l'électron tournent d'une manière qui ne colle pas avec d'autres physiques habituelles. Pour résumer, la comparaison, certes, elle aide un peu au départ, puis elle devient très vite trompeuse. Donc spin, c'était cool, maintenant c'est un peu chiant, il faut se le dire. Et d'ailleurs, historiquement, Stern et Gallard ne parlaient pas encore du spin comme on le fait aujourd'hui, mais rétrospectivement, l'expérience est interprétée comme une mise en évidence de la quantification du spin de l'électron. Donc voilà pour l'expérience. Si on résume tout en une phrase, il faudrait dire on envoie des atomes dans un champ magnétique non uniforme, et au lieu d'être déviés de façon continue, ils se séparent en deux faisceaux, ce qui montre que certaines propriétés quantiques, comme le spin, sont quantifiées. À ce stade, on sait déjà deux choses. D'abord, le spin est réel, puisqu'on en mesure les effets. Ensuite, ce n'est pas une rotation ordinaire, même si le mot nous pousse sans arrêt à l'imaginer comme ça. Mais alors, il faut aller un peu plus loin. Si le spin n'est pas le mouvement d'une petite bille qui tourne sur elle-même, qu'est-ce qu'on est censé comprendre à la place? Le vrai problème vient en fait du mot particule. Quand on entend ce mot, on imagine presque automatiquement un minuscule objet solide. D'ailleurs, la plupart des gens, tout le monde montre un minuscule objet solide, généralement. En fait, on montre toujours une sorte de grain de matière, très petit, mais quand même comparable aux objets de notre quotidien au final. En gros, on imagine juste une petite boule.
Si on garde cette image en tête, alors parler de rotation, ça semble naturel. Une boule, ça peut tourner. Donc une particule, ça pourrait tourner aussi. Sauf que cette image est précisément celle qu'il faut commencer à abandonner. En physique moderne, et plus précisément en théorie quantique des champs, une particule fondamentale n'est pas décrite comme une petite bille dotée d'une surface, d'un bord et d'un intérieur qui tournerait dans le vide. Non, ce qu'on appelle une particule comme un électron par exemple est plutôt une excitation d'un champ. Dit autrement, ce n'est pas un minuscule caillou posé dans l'espace, c'est une manifestation quantifiée d'un champ qui remplit l'univers. Je sais que dit comme ça peut paraître un peu brutal. Le mot champ peut sembler abstrait, et ça l'est un peu quand même. Pourtant, ce n'est pas une idée qui est sortie de nulle part. On connaît déjà des champs physiques classiques. Le champ électrique, par exemple, te dit comment une charge électrique influence l'espace autour d'elle. Le champ magnétique fait un peu la même chose pour les effets magnétiques. En théorie quantique des champs, on pousse cette idée beaucoup plus loin. On considère que les entités fondamentales du monde sont des champs et que les particules sont les paquets d'excitation de ces champs. Un électron est alors une excitation d'un certain champ. Un photon est une excitation d'un champ connu, le champ électromagnétique. Et ainsi de suite pour toutes les particules. Ça change donc profondément notre manière de penser. Parce que si la particule n'est pas, au fond, une petite boule matérielle, alors la question à quelle vitesse tourne-t-elle sur elle-même, ça devient déjà beaucoup moins pertinent. On essaie de poser à un objet quantique une question fabriquée pour des objets classiques. Ça n'a pas de sens. C'est là qu'on commence à voir pourquoi l'image de la toupie est fausse, non pas en détail, mais à la racine. Une toupie tourne parce qu'elle est un objet étendu dans l'espace. Elle a une forme, une matière répartie dans l'espace, et un axe autour duquel elle peut pivoter. On peut suivre chaque point de la toupie pendant sa rotation. Mais pour une particule fondamentale comme l'électron, cette image elle ne marche pas. On n'a pas affaire à un petit corps rigide qu'on pourrait filmer en train de tourner. Quand les physiciens disent qu'une particule a un spin, ils ne veulent pas dire qu'elle tourne mécaniquement comme une balle de tennis. Ce qu'ils veulent dire est plus subtil, il faut vraiment se concentrer. Le spin décrit la manière dont l'état quantique de la particule se comporte quand on effectue une rotation. Pas l'objet fait une rotation, l'espace une rotation. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. La nuance est essentielle. Dans un cas, tu imagines un objet matériel qui tourne réellement dans l'espace. Dans l'autre, tu regardes comment la description mathématique de cet objet change quand tu fais subir une rotation au système. On passe donc d'une image mécanique à une propriété de transformation. Je ne vais pas mentir, c'est très compliqué de se représenter ça visuellement. On est vraiment sur un terrain mathématique qui devient abstrait. Ce qu'il faut simplement retenir de ce que je viens de dire, c'est que le spin ne répond pas à la question « est-ce que la particule tourne sur elle-même ?» Il répond plutôt à la question « comment l'état de cette particule réagit-il si on change l'orientation dans l'espace ?» Ce n'est pas un mouvement de petite toupie, c'est une manière bien précise d'exister vis-à-vis des rotations. Et c'est pour ça que le spin est une propriété si profonde. Il n'est pas simplement ajouté à la particule comme un accessoire, il dit quelque chose sur la façon dont cette particule s'insère dans la géométrie même du monde. L'espace possède des rotations possibles, et les particules ne répondent pas toutes de la même manière à ces rotations. Ça par contre, ça peut être visuel. Si on part sur une rotation de 90 degrés en regardant que de face, l'état du Rubik's Cube, il ne change pas toutes les rotations de 90 degrés. Maintenant, pour une mini-Ève en Lego, ça change pour chaque rotation de 90 degrés jusqu'à faire un tour complet. Ça change à chaque fois. Pour finir, en prenant ce roi de carreau, l'état est identique tous les 180 degrés. Là, ça devient le même. Ces trois objets, déjà, ils ne répondent pas de la même manière aux rotations d'espace. Leur état change. Et idem, les particules ne répondent pas de la même manière aux rotations d'espace. Le spin, il sert justement à classer cette réponse. À partir de là, on peut dire les choses proprement. Le spin est lié à une symétrie fondamentale de la nature, la symétrie de rotation. Si tu tournes ton expérience ou si tu changes de repère, les lois de la physique doivent garder une certaine cohérence. Mais les états quantiques, eux, ils peuvent se transformer de différentes façons sous ces rotations. Et cette manière de se transformer, c'est exactement ce que mesure le spin. Donc quand on dit qu'un électron a un spin 1/2, on n'est pas en train de dire qu'il tourne à moitié ou qu'il effectue une demi-rotation bizarre, ce n'est pas une vitesse, ce n'est pas un nombre de tours par seconde, et ce n'est même pas une rotation matérielle, c'est une information bien plus abstraite, mais aussi bien plus fondamentale, sur la structure de son état quantique.
En fait, le mot spin est resté pour des raisons historiques, mais il faut presque apprendre à ne plus l'entendre au sens ordinaire. Le danger, c'est qu'il nous fait retomber sans arrêt dans une intuition classique. Or, toute l'histoire du spin consiste justement à nous forcer à sortir de cette intuition. Le spin n'est pas une rotation cachée qu'on finirait par voir si on avait un microscope assez puissant, c'est une propriété quantique irréductible liée à la manière dont les particules se comportent sous les rotations de l'espace. Autrement dit, si tu veux vraiment comprendre pourquoi le spin n'est pas une rotation, la réponse n'est pas seulement parce qu'il est quantique, la réponse plus profonde est parce qu'une particule fondamentale n'est pas le genre d'objet qui se laisse décrire comme une petite bille tournante. En théorie quantique des champs, ce qui est fondamental, ce sont les champs. Les particules que l'on observe sont des excitations quantifiées de ces champs. Et le spin fait partie de la manière dont ces excitations existent et se transforment. À ce stade, on a donc remplacé une mauvaise image par une meilleure idée. Ce n'est pas forcément une idée plus facile à visualiser, je l'accorde, mais au moins elle est plus juste. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux approfondir et mieux comprendre cette histoire de rotation et comprendre ce que signifient les spins entiers et demi-entiers, je t'invite à regarder la vidéo de ScienceClick. Cette dernière va bien plus loin dans les explications mathématiques grâce à ses animations incroyables. L'avantage, c'est que ma vidéo a pour but d'être une introduction à la compréhension de cette notion complexe. Donc en commentaire, je mettrai un lien d'autres vidéos YouTube intéressantes à visionner sur le sujet. Un grand merci aux tipeurs, comme d'habitude, n'hésite pas à booster la vidéo, il faut swiper à droite dans les commentaires. N'hésite pas à liker, commenter, etc. J'espère surtout que la vidéo t'a plu, et il ne me reste plus qu'à dire à la prochaine.